À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer malheureusement ce journal par l'annonce de la mort d'un nouveau soldat israélien hier dans le nord d'Israël. Oui, effectivement, il s'agit du sergent-chef Alexander Globanov, 47 ans, de Petah Tikva, qui a été tué hier après-midi par l'impact d'un drone explosif tiré par le Hezbollah. Plusieurs de ces drones ont été tirés ensemble par le mouvement chiite en direction de la localité de Manara, au-dessus de la ville de Kiryat Shmona, dans l'extrême pointe nord du pays. L'un de ces drones a frappé le sergent-chef Globanov, qui était chauffeur de transport, et l'a tué. Un autre soldat a été choqué par l'attaque. Un autre drone est tombé sur un autre fortin de Tsahal sans exploser, et deux autres drones se sont abattus au sol sans faire de dégâts. Au sein de Tsahal, on reconnaît que les drones explosifs du Hezbollah posent actuellement un véritable problème aux soldats qui sont déployés au sud Liban et le long de la frontière israélo-libanaise. À part le déploiement de filets de protection, Tsahal n'a pas encore trouvé de parade pour neutraliser ces drones. Et puis le président Trump a reçu la réponse des Iraniens aux propositions de son administration. Il l'a repoussée. Oui, effectivement, le président Trump a écrit sur son réseau social Truth qu'il avait lu la réponse iranienne et qu'elle était inacceptable. Trump s'est fait menaçant. Les Iraniens cesseront de se moquer des États-Unis bientôt, a-t-il dit. Ceci étant, le président américain s'est entretenu durant la nuit avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ont débattu de la situation en Iran. Le Premier ministre aurait affirmé à Donald Trump qu'il avait de sérieux doutes quant à l'usage de la voie diplomatique, et il a affirmé qu'il aspirait à une reprise des combats pour aller jusqu'au bout de la mission, c'est-à-dire la chute du régime des Mollahs. Et justement, on se penche sur ce que contient, Daniel, la réponse iranienne aux propositions faites par les Américains. Oui, la réponse mentionne une volonté de la part des Iraniens de maintenir le cessez-le-feu en échange d'une levée du blocus iranien du détroit d'Ormuz et du levée du blocus américain des ports iraniens. Au-delà, les Iraniens affirment n'avoir accepté aucune des exigences américaines en matière de neutralisation du programme nucléaire ou du programme des missiles balistiques. Les Iraniens exigent également des dédommagements substantiels pour avoir été agressés par les Américains et les Israéliens. Et ils réclament la souveraineté pleine et entière du détroit d'Ormuz, ce qui signifie que les Iraniens ont repoussé les principales revendications des Américains, d'où la colère du président Trump. D'ailleurs, les Iraniens eux-mêmes affirment avoir repoussé la proposition américaine qui est pour eux synonyme de capitulation. La Knesset va voter aujourd'hui une loi permettant de traduire en justice les terroristes du Hamas responsables des massacres du 7 octobre. Et en perspective de ce vote, le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le président de la commission des parlementaires des lois, le député Rothman, ont donné hier une conférence de presse à ce sujet. Le ministre de la Justice a repoussé les critiques qui devaient fuser de toutes parts dans le monde autour de cette décision donc d'inculper des dizaines et des centaines même de terroristes de la Nourba, comme on les appelle. Ce sont les terroristes qui sont responsables donc des massacres du 7 octobre. L'État d'Israël n'abrogera pas pour l'instant les accords d'Oslo. Oui, c'est la commission interministérielle des lois qui a rejeté un projet de loi visant à totalement annuler les accords d'Oslo, un projet de loi réclamé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et soutenu par le ministre de la Justice, Yariv Levin, mais auquel Benjamin Netanyahou est formellement opposé. Les recommandations du Premier ministre ont donc suffi à persuader la commission d'abandonner une telle démarche qui n'aurait pas manqué de susciter de vives réactions au sein de la communauté internationale. La conseillère juridique du gouvernement réclame l'annulation de la nomination du prochain chef du Mossad, le général Roman Goffman. Et pour justifier cette requête, la conseillère Galit Barav-Miara mentionne en évidence une opération militaire controversée remontant à de nombreuses années, conduite à l'époque par Goffman, une opération impliquant un mineur israélien, Ori El-Makayes. Cette opération était connue des membres de la commission Grunis, qui a été chargée de valider les plus importantes nominations et qui avait validé la nomination de Roman Goffman au poste de chef du Mossad. 3 des 4 membres de la commission avaient donc validé cette nomination, tandis que le président de la commission, le juge Asher Grunis, s'y était opposé. Comme d'ailleurs, en son temps, il s'était opposé, il faut le souligner, à la nomination de Madame Galit Barav-Miara, elle-même affirmant qu'elle n'avait pas les compétences pour occuper les fonctions de conseillère juridique du gouvernement, noté même le patron du Mossad. Dedi Barnea a envoyé hier une lettre à Galit Barav-Miara affirmant que la conduite de Goffman dans cette affaire laisse penser qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour devenir le patron du Mossad.
Et puis hier, la délégation israélienne à l'Eurovision a marché sur le tapis bleu qui l'a conduit dans la salle où la compétition se déroulera à Vienne. Oui, ce sera notre dernier titre ce matin et on a remarqué la relative décontraction du chanteur israélien Noam Betan et de ses danseurs. Les agences de Paris classent pour l'instant Noam Betan au 6e rang dans le classement des chansons de ce concours Eurovision de la chanson. Les répétitions en perspective de la prestation de Noam Betan se multiplient, mais côté israélien, on s'insurge contre un traitement défavorable qui serait réservé aux chanteurs. Ainsi, la délégation n'a pas le droit au moins écart du règlement et fait l'objet d'un traitement relativement inflexible, alors que d'autres pays prennent certaines libertés avec le règlement sans être pour autant sanctionnés ou remis à leur place. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps se réchauffe et demain il faut s'attendre à des températures particulièrement élevées et à un racine, un vent du désert sec et chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui: 28 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et sur le littoral, 32 à Be'er-Sheva et 36 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yehuda Weinrob. Yehuda, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant au collège d'enseignement supérieur de Rishon LeZion. Vous êtes un spécialiste des États-Unis et même des relations entre Israël et les États-Unis. Et avec vous, je voudrais essayer qu'on essaye de décrypter la réponse, ou en tout cas la réaction de Donald Trump à la réponse des Iraniens. Visiblement, Donald Trump n'est pas satisfait. Est-ce que et la réponse des Iraniens, elle est plutôt décevante puisqu'elle n'apporte aucun progrès, on va dire, sur les dossiers qui préoccupent les Américains, à savoir en particulier le dossier du nucléaire et peut-être même celui des missiles balistiques. Est-ce que vous avez le sentiment, après la réponse des Iraniens et la réaction de Donald Trump, que l'on s'achemine vers un nouveau round, une confrontation militaire ? Je ne suis pas certain. C'est certes que le président Trump a été dessus. Je vous rappelle qu'au début, dans ses 14 ou 15 points qu'il avait présentés aux Iraniens, il parlait d'un cessez d'enrichissement d'uranium, enlèvement de tous les restes de l'uranium enrichi. Les remettre aux mains peut-être des États-Unis et bien sûr des droits pour les Iraniens eux-mêmes et aussi les proxys, etc. Toute une gamme d'intérêts. Et ces intérêts correspondaient plus ou moins à ce qu'Israël avait, aussi malgré le fait qu'on aurait voulu également qu'il y ait un changement de régime. L'Iran a rejeté totalement ses intérêts, mais il faut dire aussi le fait que l'Iran a même commencé à mener des négociations avec les États-Unis veut dire qu'elle a quand même le couteau à la gorge. Je pense que ils attendent une autre réponse de l'Iran. Le blocus des trois de Hormuz ne sera pas pour l'instant levé. Il y a aussi, pour les États-Unis, quelques points de pression. Il y aura les élections mi-terme en novembre et le Parti républicain risque de perdre sa majorité là-bas. Aussi, M. Trump va rencontrer dans quelques jours, mercredi, le président chinois. Le président chinois. Et bien sûr, il voudrait montrer du progrès. Alors, il y a des pressions sur lui là-bas. Alors justement, dans la constellation actuelle, avec la proximité de cette rencontre entre Donald Trump et le président chinois, vous ne pensez pas que justement l'intérêt du président américain face aux Chinois, c'est de montrer une sorte de force, de volonté, de détermination qui pourrait se traduire par justement une reprise des combats plutôt que
on va dire, la voie de la négociation, qui est aussi perçue par certains, on va dire, certains rivaux des États-Unis, comme la Chine, comme les Russes, comme une marque de faiblesse. Je pense qu'il ne va pas lever le blocus maintenant. Il va répondre d'une manière très dure vis-à-vis des Iraniens, mais je ne suis pas sûr qu'il va s'engager à mettre des boots on the ground, entamer une opération militaire d'une grande envergure, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus. Je pense qu'il va parler très très fort et peut-être il y aura certaines concessions iraniennes. D'ailleurs, mais les Iraniens, Yehuda, on connaît leur réputation de négociateurs. Ils semblent avoir compris que Donald Trump aujourd'hui n'était pas intéressé à reprendre les combats, qu'il avait des problèmes sur le plan intérieur, les élections du mi-terme, les pressions au sein même du parti républicain. Dans cette constellation, rien ne pousse les Iraniens à faire des concessions. Je pense si encore. Ils perdent leur revenu de pétrole. Également, la Chine elle-même perd beaucoup par ce blocus iranien. Et je pense que Trump va essayer d'engager la Chine dans cette lutte pour mettre de pression sur l'Iran. Je ne suis pas sûr qu'il y aura maintenant une opération militaire, mais si cela continue, il y aura quand même certaines opérations peut-être aériennes dans un avenir. Vous avez le sentiment que l'État d'Israël, parce que les avis sont partagés aujourd'hui, selon certains observateurs, il y aurait des tensions entre Netanyahou et Donald Trump, c'est-à-dire que Donald Trump en voudrait à Benjamin Netanyahou de l'avoir enrôlé dans cette confrontation avec les Iraniens qui n'en finit pas. Ou alors, est-ce qu'il y a toujours, comme le dit Netanyahou, après la conversation téléphonique qu'il y a eu la nuit dernière entre les deux hommes, il y a toujours une étroite coordination entre les États-Unis et Israël ? Il y a une coordination entre les États-Unis et Israël. D'ailleurs, dans l'interview que Netanyahu avait accordée à CBS 60 minutes, il avait dit que dès le début, il n'a pas induit en erreur le président Trump. Et tous les deux, au début, on avait dit qu'il y a quand même des difficultés, rien n'est garanti. Mais c'est vrai, il y a des intérêts qui coïncident avec ceux des États-Unis et la solution finale pour ce problème d'Iran serait le changement de régime. Ça prendra peut-être plus de temps, mais tôt ou tard, ça va se produire. Quelle est l'atmosphère aux États-Unis actuellement, Yehuda, et en particulier au sein du Parti républicain? Est-ce que les pressions sont véritables, des pressions sont solides en direction du président Trump pour qu'il ne reprenne pas les combats? Comment vous direz? Il y a, si on regarde les sondages qui ont été faits, il y a que seulement 39% des Américains qui pensent que les États-Unis sont engagés sur la bonne voie. Au-dessus de 60% des Américains sont contre la guerre. Et aussi, il y a une voix, pour l'instant, n'est pas majoritaire, mais il y a une voix dans le Parti républicain qui disent que les États-Unis ne devaient pas s'engager dans des guerres étrangères, y compris la guerre actuelle avec l'Iran. La plupart des républicains quand même soutiennent la guerre. Les démocrates, par contre, sont contre. Vous voyez un cas de figure, Yehuda, où Trump ne peut pas reprendre les combats pour les raisons qu'on vient de mentionner, en particulier les raisons de politique intérieure,
mais qu'il donnerait une sorte de carte blanche, même limitée à Israël, pour poursuivre, pour aller un petit peu plus loin, pour peut-être affaiblir suffisamment le régime pour permettre je suis entièrement d'accord avec vous. Il donnerait peut-être une carte blanche à Israël à augmenter un peu ses frappes. Mais il faut aussi savoir, pour l'instant, toute la conversation, et ça m'étonne, est sur le nucléaire. Et ça, c'est bien sûr un intérêt important et pour Israël et pour les États-Unis. Les autres points, pour l'instant, les missiles, les proxys, ne se font pas entendre dans la presse. Mais pourtant, l'Iran est la source du terrorisme international et régional. Et c'est elle qui finance et les Houthis et le Hezbollah et Hamas. Et il faudrait en fin de compte mettre fin à ce régime et je pense qu'il permettra à Israël de frapper un peu plus fort, mais à l'instant, je pense qu'il va engager la Chine dans cette lutte pour débloquer le blocus, lever le blocus des étoiles de Hormuz. Alors, il y a dans l'interview que Benjamin Netanyahu a accordée à la chaîne CBS, dont vous parliez à l'instant, il y a une information intéressante. Le Premier ministre israélien a dit que d'ici l'année prochaine, on peut entamer un processus de réduction de l'aide américaine à l'État d'Israël. C'est une exigence, un projet que Benjamin Netanyahou a depuis très longtemps, si je ne m'abuse même. Oui, c'est un projet depuis bien longtemps. Il avait mentionné cela lors de sa première de son premier mandat. Oui. Il a dit que l'heure est arrivée pour essayer de nous diminuer et en fin du compte mettre fin à l'aide américaine. Bien sûr, toute cette question d'aide doit être renouvelée aussi dans un avenir. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez, Yehuda, que c'est de nature à redéfinir les relations entre Israël et les États-Unis, c'est-à-dire que ça peut les mettre sur un même piédestal à partir du moment où l'État d'Israël ne sera pas automatiquement redevable aux Américains pour l'aide militaire? Je pense d'un côté, si, mais d'autre côté, c'est une façon de montrer au peuple américain que Israël n'est pas une poids sur leur économie et au contraire un allié. Et je pense que cela est important maintenant où l'image d'Israël a été ternie. Eh bien, merci beaucoup, docteur Yehuda Weinrop, de nous avoir éclairé donc sur cette attitude de Donald Trump à la suite de la réponse des Iraniens. On ne sait pas exactement toujours sur quel pied le président américain danse, mais on devrait le savoir prochainement, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir éclairé, de nous avoir aidé à mieux décrypter cette attitude du président américain. Bonne journée, Yehuda, et à bientôt. Merci à vous et pareillement. Les drones explosifs sont en train de bouleverser le champ de bataille. Discrets, rapides, précis et surtout très efficaces. Mais en Israël, au sein de Tsahal, ils suscitent surtout une inquiétude croissante. Le constat est clair, on assiste à une véritable révolution militaire. Et Israël ne peut pas se permettre de la rater. Ces drones, souvent appelés drones FPV, sont pilotés comme des drones de loisirs, sauf qu'ils transportent une charge explosive et qu'ils peuvent frapper un blindé, une position militaire et parfois même des soldats en mouvement avec une parfaite précision.
Tout devient vulnérable et c'est là que commence l'inquiétude à Tsahal. D'abord parce que ces armes sont extrêmement accessibles. Quelques centaines de dollars suffisent. Une arme low cost capable de menacer des équipements valant des millions. Ensuite, parce qu'elles sont très difficiles à contrer. Ces drones volent bas, changent de trajectoire et apparaissent sans prévenir. Les systèmes de défense classiques ne sont pas toujours adaptés et surtout, ils évoluent. Certains modèles sont désormais reliés par fibre optique. Résultat, ils deviennent presque impossibles à brouiller. Toute la guerre électronique, pourtant au cœur des capacités israéliennes, se retrouve mise au défi. Et autre élément qui inquiète, la saturation. Sur certains fronts, comme en Ukraine, ces drones sont utilisés en masse, des dizaines, parfois des centaines en même temps. Face à cela, même les armées les plus avancées peuvent être débordées. Et Tsahal le sait, car derrière cette évolution, il y a aussi une diffusion du savoir-faire, des technologies qui circulent, notamment via l'Iran et ses alliés dans la région. Résultat, la menace n'est plus théorique, elle est déjà à nos portes. Aujourd'hui, l'armée israélienne s'adapte, création d'unités spécialisées, nouvelles doctrines de combat et recherche de solutions technologiques. Mais en interne, une question revient. Est-ce que l'adaptation est assez rapide? Car le défi est immense. Il faut détecter ces objets minuscules, décider en quelques secondes et neutraliser avant l'impact. Et surtout, il faut changer la logique. On ne parle plus seulement de missiles ou de roquettes, on parle d'une menace constante, mobile et imprévisible, une menace qui peut surgir à tout moment au-dessus des soldats. Pour Tsahal, ce n'est pas seulement un problème technologique, c'est une transformation du champ de bataille. Et une chose est sûre, chaque nouvelle menace a toujours trouvé sa réponse en Israël. Face aux drones explosifs, Tsahal est déjà en train de préparer la prochaine étape. Et nous allons commencer cette revue de la presse israélienne ce matin par le Israël Hayom qui reprend en manchette les déclarations sans équivoque du chef d'état-major de Tsahal. Le général Eyal Zamir était en effet hier l'invité de la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset. Et lors du briefing qu'il a présenté aux députés, il a affirmé « Nous ne renoncerons à aucun soldat au sein de Tsahal, que ce soit des femmes, des religieux ou des orthodoxes. » Et il a précisé « Sans une loi d'enrôlement pour les élèves des yeshivot et sans une prolongation du service militaire, le fardeau sécuritaire reposera essentiellement sur les réservistes et il sera alors beaucoup trop lourd. » Et puis à propos de l'Iran, le général Zamir a affirmé « Nous n'avons pas terminé le travail là-bas. » Ce matin, la manchette du Yediot Aharonot est consacrée à la nomination du prochain chef du Mossad israélien. La bataille pour le Mossad, titre le Yediot en nous montrant une photo d'un côté du prochain chef du Mossad, le général Roman Goffman, et de l'autre deux photos du chef du Mossad sortant Dedi Barnea et de la conseillère juridique du gouvernement Gali Barav Miara. Au cœur de la polémique, la décision de Barav Miara de s'opposer à la nomination du général Goffman et puis une lettre de Dedi Barnea, soi-disant secrète mais qui a bien entendu très vite fuité vers les journalistes, expliquant que selon lui, selon Dedi Barnea, le général Goffman a des problèmes de discipline et une incapacité à fixer des limites à telle ou telle démarche. Et il faut souligner qu'il y a quelques mois, lorsque Goffman a été nommé par Netanyahou, tous avaient vanté ses capacités à réfléchir, je cite, en dehors des sentiers battus. Le Yediot Aharonot consacre aussi la partie supérieure de sa une ce matin au dossier iranien. Et c'est pour nous fournir la première réaction du président Donald Trump à la réponse des Iraniens qui est finalement arrivée hier après-midi après cette fête attente pendant plusieurs jours. L'Iran ne rigolera plus, a lancé Donald Trump dans l'une de ses formules qui n'impressionne plus vraiment ni les Iraniens ni même la communauté internationale. Les Iraniens ont écrit dans leur réponse qu'ils aspiraient à la fin des combats sur tous les fronts, y compris sur celui du Liban, et le Maariv consacre sa page d'ouverture lui aussi à la réponse des Iraniens qui a donc mis en colère le président Trump. Trump a repoussé la réponse iranienne et on comprend pourquoi après avoir pris connaissance des exigences formulées par le régime d'Ebola. Des exigences qui vont de la levée de toutes les sanctions économiques contre l'Iran à l'arrêt des hostilités au sud Liban et donc qui sont inacceptables pour les Américains et pour les Israéliens aussi, entre guillemets. Et puis le site N12 lui aussi mentionne en ouverture le rejet par Donald Trump de cette réponse iranienne.
Et justement, les deux quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israel Hayom, parlent ce matin du dossier libanais et des combats difficiles au sud Liban. Le Israel Hayom insiste en page 4 sur la menace des drones explosifs que Tsahal ne parvient toujours pas à maîtriser, tandis que les soldats israéliens agissent avec une main attachée dans le dos, affirme-t-il, puisqu'ils n'ont pas le droit apparemment de frapper au Liban au-delà d'une ligne jaune semblable à celle existant dans la bande de Gaza. Il faut souligner que l'on comprend mieux le titre préoccupant du journal de ce matin après l'annonce de la mort d'un soldat israélien, donc à la suite de tirs de drones offensifs et explosifs du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Cela s'est produit, vous le savez, c'est hier après-midi. Et Lila Archouval se met dans son reportage ce matin sur la situation au sud Liban à la place des habitants israéliens des localités frontalières. Elle écrit « Tant que le problème des attaques du Hezbollah contre le nord ne sera pas réglé, de plus en plus d'habitants envisageront de quitter la région ou de ne pas y revenir. » Et dans son analyse, dans le Israel Hayom, Etan Davidi, qui est le président du conseil local de la localité frontalière de Shlomi, parle d'une région nord d'Israël au bord du gouffre. Il écrit « Les habitants du nord ne réclament pas de privilèges, ils exigent la chose la plus élémentaire qu'un pays doit fournir à sa population, à savoir sa sécurité dans leur foyer ». Le site N12 reprend ce matin en évidence des extraits de l'interview que le Premier ministre a accordée à la chaîne CBS et au programme 60 minutes. Dans cette interview, il a été question des déclarations de Binyamin Netanyahou qui, avant la guerre, avait estimé que l'Iran ne bloquerait pas le détroit d'Ormuz. Dans l'interview, Netanyahou répond « Je n'ai pas de capacité prophétique » et puis M. Netanyahou a formellement démenti avoir promis au président Trump qu'une opération militaire conjointe en Iran ferait tomber le régime des Mollahs. Nous avons admis ensemble qu'agir, c'était prendre des risques, mais ne pas agir était plus risqué encore. Et enfin, à propos du 7 octobre, le Premier ministre israélien a refusé d'en endosser l'entière responsabilité. Nous sommes tous responsables, a-t-il dit. Par contre, pour ce qui est de la situation depuis le 7 octobre, Netanyahou, lui, reconnaît cette fois son entière responsabilité dans les décisions qui ont été prises donc depuis cette terrible date. Et puis ce matin, le Israel Hayom se penche sur un autre front qui donne du souci, là encore à Tsahal. Il s'agit de la Judée-Samarie. Selon Shachar Kleinman, la défense nationale met en garde face à un réveil, à une restauration de cellules terroristes palestiniennes du Hamas et du djihad islamique en Judée et en Samarie. Ces terroristes s'inspirent de la combativité des terroristes chiites au sud Liban et ils entendent utiliser, comme le Hezbollah, les fameux drones explosifs. Et en plus, et plus étonnant encore, il s'avère que ces terroristes palestiniens se concentrent dans une zone qui est relativement calme, mais qui est devenue plus active ces derniers mois. Il s'agit de la vallée du Jourdain, oui, la vallée du Jourdain, ainsi que la région de la localité de Tamoum, qui lui est proche. Et puis en marge, Shachar Kleinman parle d'un autre danger, celui qu'il appelle le terrorisme juif. Au sein de la défense nationale à Tel Aviv, on affirme que les actes de vandalisme de certains habitants ultra-radicaux des localités de Judée-Samarie risquent de provoquer une escalade de la violence sur le terrain. Et dans le Yediot Aharonot, ce matin, Smadar Perry a choisi de parler en page éditoriale des relations entre Israël et le royaume du Bahreïn. Elle explique que les relations entre les deux pays se sont considérablement renforcées au cours des derniers mois depuis le début de la guerre contre l'Iran, mais ce n'est pas du tout du goût des sujets bahreïnis qui sont à majorité chiite et qui sont en colère après le roi qui lui appartient à la minorité sunnite. Smadar Perry explique que la tension atteint actuellement son paroxysme avec l'arrestation de mollahs chiites par les autorités du royaume. Elle fournit des données préoccupantes. Depuis le 28 février dernier, donc début de la guerre, 523 drones explosifs et 190 missiles se sont abattus sur le territoire du Bahreïn, tirés par l'Iran. Et selon les informations recueillies, la population est actuellement effrayée par ces tirs car elle ne dispose absolument pas d'abri. Et puis pour terminer, les quotidiens et les sites d'information mentionnent la présentation à Vienne de la chanson israélienne pour le concours de l'Eurovision de la chanson. Et le Yediot Aharonot nous montre en première page Noam Betan qui a marché sur ce qu'il est convenu d'appeler dans le jargon de l'Eurovision le tapis bleu. Noam et ses danseurs ont fait une entrée remarquée hier dans le hall de Vienne où se tiendra le concours et il a brandi des drapeaux israéliens. Il a été applaudi à la fois par certains et hué par d'autres. À noter, le chanteur était tout de même entouré d'une ceinture de garde du corps assez rapprochée. Je vous rappelle que c'est demain soir que Noam entrera en scène pour la première demi-finale de cette compétition. C'est la fin de cette revue de la presse.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Noar Tana-Picard. Noar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'honneur du Machon Lev, l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus connues en Israël et à Jérusalem en particulier, mais vous êtes également membre du forum Miftahim qui s'occupe en particulier de proposer, on va dire, des solutions de gestion, en particulier de dossiers sécuritaires, mais pas seulement. Et vous avez publié il y a quelques jours un article, un éditorial dans le Maariv sur, on va dire, les projets qui pourraient, on va dire, les nécessités, les impératifs, on va dire, de la société israélienne, en particulier en direction de la jeune génération. En particulier, vous parlez de beaucoup de méchilout dans cet éditorial, de la nécessité d'une gouvernance qui soit, en tout cas, une gouvernance intègre dans la société israélienne, à la tête de la société israélienne. C'est une priorité, à votre avis, pour vous, sur le plan même éducatif? Tout à fait. C'est même plus qu'une priorité, c'est une nécessité urgente. Pendant des années, on a un peu laissé tomber ce genre de choses-là. Il y a des parties de population qui font ce qu'elles veulent. Et d'une part, on voit bien le problème qu'il y a avec les problèmes de sécurité dans le sud du pays, par exemple, ou dans le nord, avec les problèmes de ce qu'on appelle protection. Mais le racket. Indépendamment de ça, c'est aussi un problème dans la population générale et dans les jeunes générations aussi, de savoir pourquoi on est là. Pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons ici, et quel est notre lien avec la terre d'Israël, avec l'État d'Israël. Alors ça, c'est ce que l'on pourrait appeler l'identité juive, et vous dites dans cet éditorial que parfois la démocratie israélienne telle qu'elle est brandie, l'étendard de la démocratie tel qu'il est brandi par certains dans la réalité israélienne, eh bien, est destiné à servir de prétexte pour freiner justement cette identité juive, ou en tout cas ce retour vers une identité juive de la société israélienne. Oui, d'abord le mot démocratie est un mot qui est un peu galvaudé. Le mot démocratie dans le monde entier est utilisé de différentes façons, oui. Vous avez la République démocratique de Corée du Nord. Vous avez la République démocratique du Congo. Oui. C'est certainement pas la définition de démocratie telle que les Américains, les Français, les Allemands la conçoivent. Et on n'en est pas non plus à la démocratie telle que les Grecs l'avaient définie, puisque la démocratie à la grecque, c'était qu'il y avait ceux qui avaient voix au chapitre sur le forum, et puis les esclaves n'avaient pas voix au chapitre. Oui. Donc il faut savoir ce que l'on en fait. Mais là, vous avez ce sentiment qu'il y a une confrontation interne dans la société israélienne entre, on va dire, démocratie et identité juive, et que les deux ne peuvent pas être conciliés dans le contexte actuel? Les deux pourraient être conciliés. On connaît bien ce principe-là qui est énoncé déjà dans le Talmud, que l'homme emanim parnas ala tzibour, il a inken nimlachim bat tzibour. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un a un poste de responsabilité sur le public, sur le peuple, si on n'a pas consulté le peuple. Oui. Maintenant, tout dépend de la façon dont on le fait. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui ne pensent pas exactement comme cela. Il y avait une ministre, elle n'est plus de ce monde depuis longtemps, il y avait une ministre d'une certaine coloration, si je puis dire, qui, lorsque l'on discutait ou lorsque sur la table était présentée la possibilité de faire cadeau du Golan aux Syriens, alors, des habitants du Golan avaient pris un camion frigorifique et emporté je ne sais pas combien de neige depuis le Golan et l'ont déversé devant sa porte. Et elle a hurlé à l'action antidémocratique. Oui. Alors, on retrouve ce genre de choses-là. On retrouve ces phénomènes ces dernières années dans le style de protestation, on va dire, peut-être même des deux côtés, hein, du côté droit comme du côté gauche. On retrouve ce style de provocation, mais vous avez le sentiment que on manque d'éducation à une véritable démocratie dans la société israélienne? Je pense que oui, on manque d'éducation dans beaucoup de domaines. D'abord, vous mentionnez le Tanar, vous mentionnez le sionisme, vous mentionnez, on va dire, le phénomène de retour du peuple juif qui n'est peut-être pas suffisamment mis en évidence dans l'éducation israélienne. Eh bien, justement, lorsque des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants viennent, en général, ils ont une bonne raison de venir. Et pour la plupart, au moins ceux qui viennent de pays d'Occident ne viennent pas en fuyant quelque chose. J'espère que ça continuera comme ça, que la situation en Occident dégénère rapidement. On l'a vu avec la Belgique et ce qui se passe avec les Moalim, et d'autres pays encore. Mais un jeune Israélien qui est né ici, qui a grandi ici,
n'a souvent aucun contact avec le Tanakh, ou pratiquement aucun contact avec le Tanakh dans l'école dans laquelle il a grandi. Il y a même quelqu'un qui, à une époque, était ministre de l'Éducation, me semble-t-il, puis par la suite, il a été Premier ministre, qui, lorsque son fils a eu le bac, a eu le courage de prononcer la phrase suivante: c'est un scandale, mon fils n'a jamais ouvert un livre de Gemara. Ouais. C'est pas un scandale, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour que son fils le fasse? Et le Tanakh, c'est un peu la même chose. Il y a même cette même ministre que j'ai cité avant, vous pouvez le citer, avait fait en sorte que l'on n'étudie pas le livre de Yoshua, oui, parce que c'est un livre de conquête et d'occupation. Donc il fallait pas. Alors si on n'enseigne pas le Tanakh, on ne sait pas qui nous sommes, et nous ne savons pas ce que nous faisons là. Et donc on va adopter toute la subjectivité de l'ennemi, et c'est ce qui va donner ces situations ahurissantes, où on va mettre nos soldats en danger au profit de la population, d'une population hostile. En fait, vous êtes en train de nous dire que tous les mots M-A-U-X que l'on constate aujourd'hui dans la société israélienne, en particulier ces dernières années, c'est-à-dire autour de la réforme judiciaire, mais même après la guerre, on va dire ces tensions internes au sein de la société israélienne, ils ont pour cause, on va dire pour origine, une éducation qui est déficiente dans la société israélienne ? Oui, probablement tous les mots MAUX proviennent en grande partie d'un dévoiement des mots MOTS. Oui. Il faut savoir qu'un ennemi n'est pas un partenaire, n'est pas un voisin, n'est pas un cousin, c'est un ennemi. Et la terre d'Israël s'appelle la terre d'Israël, pas un autre mot. Et nous ne devons pas être un pays comme les autres. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Nous sommes destinés à être autre chose. Alors, avoir un message que nous devons donner pour nous-mêmes et pour le monde. Et vous insistez aussi à la fin de votre éditorial sur la nécessité pour, on va dire, peut-être même la nouvelle génération, de ne pas avoir ce sentiment de vouloir recevoir quelque chose de l'État, mais plutôt de vouloir donner. Or, si je ne m'abuse, aujourd'hui, le sentiment général que l'on a aujourd'hui dans la société israélienne, c'est que les jeunes, en particulier les soldats, les dizaines de milliers de soldats qui sont du contingent, qui combattent depuis plusieurs années, maintenant de 2 ans et demi, le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, eh bien, ils sont prêts, eux, à donner, même jusqu'à faire le sacrifice suprême, même jusqu'à... Ceux-là sont admirables. Et ils donnent même leur vie pour défendre l'État d'Israël. Ceux-là sont parfaitement admirables. Il y a malheureusement encore des segments de la population où cette attitude-là, cette volonté n'existe pas encore. C'est en train de changer, mais ça prendra énormément de temps. Tout ce qui dépend d'éducation, ça prend des années. Et des années de dégâts. Oui. Il y avait quelqu'un qui, je crois déjà dans les années 60-70, quelqu'un du côté gauche du spectre politique en Israël, avait dit: nous avons voulu forger une génération de renégats, disons comme ça, c'est pas vraiment le mot, de kofrim. Ouais. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est d'éduquer une génération d'ignorants. Ça, c'était Khazan, c'était Yaakov Khazan, un ancien leader du MAPAM israélien, si je ne m'abuse. Et c'est un peu dommage. Je ne suis pas en train de parler d'inciter les gens, et encore que c'est une bonne chose de mettre les tefilines, mais je ne suis pas en train de parler de cela. Je suis en train de parler de dire qui nous sommes, du peuple juif, que nous fonctionnons comme un peuple qui a quelque chose de tout à fait particulier. Mais vous ne pensez pas justement que... On voit ça d'une façon un peu bizarre, avec même des pays étrangers d'Europe ou ailleurs qui, à l'ONU ou ailleurs, votent contre nous, mais se sont précipités vers nous pour pouvoir acheter nos systèmes de sécurité parce qu'ils se rendent bien compte que sans nous, ils ne peuvent pas. Mais vous ne pensez pas justement qu'ils se précipitent chez nous pour apprendre d'autres choses et pas seulement cela. Et vous ne pensez pas justement qu'on est en train justement que ce sont en fait nos ennemis qui nous ramènent vers cette quête identitaire, que ça ne vient pas tout seul parce que justement peut-être il y a beaucoup de divisions internes et que finalement le seul point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il faut combattre nos ennemis et que ce sont nos ennemis qui peu à peu nous ramènent vers une identité juive ou une identité plus forte qui nous permet justement... Malheureusement, vous avez probablement raison. Oui. Et effectivement, la pression extérieure provoque quelque chose à l'intérieur du pays. La gigantesque claque, et ça n'est pas un mot suffisant, que nous avons pris à Simchat Torah il y a 2 ans et demi,
a fait réfléchir un certain nombre de personnes. Dans votre forum, dans le forum Miftarim dont vous parlez, vous avez la capacité peut-être d'influer sur les programmes d'enseignement scolaire à tous les niveaux? En tout cas, nous rédigeons des propositions pour cela, et quelquefois, c'est pas forcément pour l'enseignement scolaire, mais c'est aussi des choses qui peuvent concerner l'ensemble de la population. Je vais vous donner un petit exemple. Dans la vallée du Jourdain, quelque part du côté de Jéricho, il y a un endroit que tout le monde connaissait sous le nom de Kassar El Yaoud. Et à cet endroit-là, il y a un site que les pèlerins chrétiens fréquentent pour différentes raisons qui leur sont propres. Or, il se trouve que dans la tradition, cet endroit-là, Kassar El Yaoud, ça veut dire les Juifs sont passés par là. C'est d'après la tradition l'endroit où les Bnei Israël ont traversé le Jourdain sous la direction de Yoshua, de Josué. Et grâce au travail qu'a fait le président de Miftahi avec un certain nombre d'autres personnes, il s'agit de Uzi Dayan, il y a maintenant un écriteau sur la route qui indique à côté de cela qu'il s'agit de Ma'abarot à Yarden, les endroits où les Bnei Israël ont traversé le Jourdain. C'est extrêmement important, et d'ailleurs le 10 Nissan, anniversaire de la traversée du Jourdain, Uzi Dayan organise tous les ans une visite là-bas, une visite guidée pour que les gens apprennent. C'est aussi une question d'éducation. L'éducation se fait a priori chez les plus jeunes. Quand elle n'a pas eu lieu, alors il faut la faire aussi avec un public plus adulte, c'est plus difficile. Mais tout à l'avenant, quoi. On le comprend bien. Il y a effectivement peut-être un véritable travail éducatif à accomplir, peut-être dans les différentes couches de la société israélienne, dans les différentes mêmes orientations politiques ou idéologiques de la société israélienne, pour mieux comprendre la signification de notre présence ici sur cette terre. Mais comme je le disais, peut-être malheureusement à travers les épreuves, à travers les guerres, eh bien, on le comprend peut-être un petit peu mieux qu'on ne l'aurait compris peut-être il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et j'espère que cette partie de l'éducation-là est assez complexe ou très intriquée. Il faut apprendre de l'histoire, il faut apprendre de la géographie, et surtout apprendre de l'histoire comment on construit un avenir. C'est effectivement un message. Dans le Talmud, on explique dans la Maseret Megillah qu'il y a une construction grammaticale en hébreu qui s'appelle le vav conversif, qui transforme des passés en futurs et des futurs en passés. Et la Gemara dit que quand il est marqué vaihi, c'est un futur qui est transformé en passé, c'est un signe de détresse. Alors que vehaya, qui transforme un passé en futur, c'est un signe de joie. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on transforme le futur en passé, ça veut dire qu'il n'y a pas de futur. C'est catastrophique. C'est-à-dire que si on utilise le passé pour se projeter vers le futur, pour construire un avenir, alors comme le redit Pierre Dac, on va vers un avenir radieux. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, professeur Noarna Dampikar, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager, on va dire, vos sentiments tels qu'ils se sont reflétés dans cet éditorial du Maariv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Noir. À bientôt. Amen, amen. Merci à tous. Bonjour, Boker Tov Cyril, merci d'être avec nous. Voilà, on voulait essayer de mieux comprendre ce qu'est l'antanavirus. Alors, Antavirus. Antavirus. Eh bien voilà, on a un peu quelques difficultés à le prononcer, mais vous allez bien nous l'enseigner parce qu'on en parle de plus en plus en Israël. Alors, de quoi s'agit-il ? L'antavirus, en fait, c'est un virus que l'on connaît déjà depuis 50, même plus que 50 ans, je dirais presque 70 ans. C'est un virus qui est en général assez courant chez les rongeurs, et je dirais spécialement les rats de manière générale, et qui, lorsqu'infecte un être humain, qui est exposé par exemple à de l'urine, des excréments ou de la salive de ces rats, peut causer beaucoup de complications. Fièvre, évidemment, comme certaines maladies virales, mais aussi difficultés respiratoires, difficultés au niveau des reins et du système rénal, et malheureusement, un fort taux, pour les souches assez virulentes, un fort taux de létalité, on parle entre 30 et 50%. Donc c'est un virus qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Alors, c'est un virus qui, qui a été détecté ces derniers jours ou ces dernières semaines. Quelle est l'importance de la propagation de ce virus pour l'instant en Israël ? Donc on le connaît effectivement, donc ce virus. Comme je le disais, il y a plusieurs souches. La majorité des souches, ce sont des souches qui ne peuvent pas en fait infecter l'homme à l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un de malade ne peut pas infecter une autre personne. Il y a juste une souche que l'on appelle la souche des Andes qui, elle, est capable de sauter, donc d'infecter une personne qui a été en contact avec une autre personne infectée. Alors pourquoi ça s'appelle la souche des Andes ? Ça veut dire ça vient de la cordillère des Andes aux États-Unis ? Exactement. Il a été détecté. Souvent, les virus ont mis à part le nom de la souche, je dirais, est souvent influencé par le site où ils ont été détectés, cette souche particulière. Donc on connaît, vous savez, pour la grippe, on connaît les grippes d'Hong Kong ou de Victoria, si c'est l'Australie par exemple. Et on connaît pour justement le virus, le hantavirus, on connaît plusieurs souches. Il y a des souches en Europe de l'Est, il y a essentiellement des souches en Amérique du Sud et aussi en Amérique du Nord. Alors, où on en est aujourd'hui en Israël ? Combien y a-t-il de cas qui ont été recensés ? Ah, zéro. Alors pourquoi tant d'inquiétude alors ? Alors d'abord, il y a eu une petite confusion avec quelques articles qui ont été publiés par certains de vos confrères qui parlaient d'un malade détecté avec l'hantavirus, mais il ne faisait pas partie, excusez-moi, de l'éruption dont on parle en ce moment dans ce bateau de croisière, le MV c'est ça, voilà. Alors c'est ça, c'est ce bateau de croisière qui nous ramène à ce cas-là. Mais pour l'instant, Baruch Hashem, comme on dit, il n'y a pas de cas recensés en Israël. Donc il n'y a pas de cas recensés, on parle à peu près d'une 8aine de cas justement sur ce bateau. Certains sont suspects, 3 décès. En fait, on a réussi à découvrir ce qu'on appelle le patient zéro, c'est-à-dire le patient qui a initié en fait cette chaîne de transmission épidémiologique du virus. C'est une personne qui était un chercheur d'oiseaux, ornithologue, qui s'est retrouvé dans une déchetterie en Argentine pour aller prendre des photos d'un certain spécimen d'oiseaux. Et en fouillant justement dans cette déchetterie, il a été exposé apparemment à des sécrétions de rats, et c'est comme ça qu'il a contracté le virus. Le virus était dormant. Le virus, en général, je dirais, ça prend jusqu'à 6 à 8 semaines pour qu'il se déclare. Quelquefois, c'est un peu moins, ça peut être quelques jours. Donc, ce virus était dormant chez lui. Il a embarqué dans cette croisière. Il est tombé malade, gravement. Il a aussi infecté sa femme. Tous les deux sont décédés. Il a infecté apparemment un autre passager. Et il y a d'autres passagers qui sont actuellement traités. Donc, la situation est suivie de manière assez, je dirais, exacte et de manière rigoureuse, parce qu'on a très peur que cela s'échappe. Maintenant, une fois de plus, il faut rassurer le public, on ne parle pas d'un virus qui est asymptomatique souvent comme le Covid, qui a pu se répandre sans que les autorités le sachent. On parle d'un virus que l'on connaît, donc on a des kits de détection pour ce virus, chose que l'on n'avait pas au début de la pandémie Covid. Donc les gens sont, je dirais, à ce niveau-là, doivent rester vigilants, mais une fois de plus, il ne faut pas tomber dans l'hystérie. On ne va pas tomber dans l'hystérie, mais en tout cas, c'est important d'en savoir un petit peu plus donc, sur l'hantavirus. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer donc ce qu'est ce virus qui s'est déclenché, on va dire, du côté des croisières, si je ne m'abuse, du côté de l'océan Pacifique. C'est plutôt par là-bas. Aussi, non mais oui, le bateau a aussi accosté à l'île Sainte-Hélène où justement une des patientes a été débarquée, et là elle a pris l'avion, donc on suit apparemment peut-être, je dirais, une hôtesse de l'air qui a été infectée, donc il faut suivre effectivement tout cela, et on espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. Voilà, et pour l'instant ça ne touche pas fortement l'État d'Israël. Merci beaucoup encore une fois, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt Cyril. À vous aussi, au revoir Daniel.